Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Dans l'actualité, M. Matata Ponyo a présenté son projet de société le mercredi 2 août à Kinshasa. Dans son projet, le président du LGD promet de mobiliser un budget de 18,2 milliards de dollars et créer 6 millions d'emplois directs une fois élu président de la République. Aujourd'hui encore, pendant que M. Félix Tshisekedi organise les Jeux de la francophonie à Kinshasa, dans les provinces du Kivu et de l'Ituri, d'innombrables, inimaginables massacres se commettent tranquillement et presque à huis clos sur des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards et même des nouveau-nés dont le seul crime est d'être congolais. Déclaration de Martin Fayoulou au cours de la cérémonie de commémoration du génocide congolais. L'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques des chefs de guerre sont à oublier. Le président de la République encourage le Parlement à voter des lois visant à écarter l'accès de responsabilité des auteurs des crimes. Le Rwanda et l'Ouganda sont dans l'obligation de rendre des comptes pour leurs agressions récidivistes pour Denis Mukwege. Ils font un accompagnement par des actions concrètes pour mettre fin au pillage des matières premières de la RDC. Bazouélé et 4 morts, 4 blessés, dont 3 cas graves suite à un éboulement de terre dans le carré minier, séminaire chantier Ndafou, en chefferie Gaïa, territoire de Bondo, à près de 200 km de la ville de Bouta. Crise institutionnelle à Kinshasa, la Cour des comptes pose ses valises au gouvernorat de Kinshasa pour une mission d'audit de 20 jours sur la gestion du gouverneur Gentini Ngobila sur la période allant de 2021 à ce jour. 50 candidatures par siège enregistrées à la députation nationale, a publié hier la Commission électorale nationale indépendante. Et puis selon l'IGF, la paie des fonctionnaires a connu un retard suite aux opérations de nettoyage du fichier des agents publics. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Congo Buzz Télévision. Aujourd'hui, nous repartons pour une nouvelle grande tribune. 2 sujets vont faire l'objet de cette émission. Premièrement, quels sont les indicateurs d'une élection crédible? Deuxièmement, génocide en République démocratique du Congo, peuple congolais complice ou victime? 2 août de chaque année, la RDC commémore plus de 10 millions de morts dans la partie est de la RDC essentiellement. Alors, 3 invités sur ce plateau. Je commence par ma droite, M. Joseph Mbenza. Bonjour, cadre de l'UDPS Tshisekedi. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de rencontrer des éminents intellectuels pour réfléchir sur des questions aussi importantes qui nous concernent tous. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, monsieur Joseph. Est-ce que vous avez un biscuit à faire avant que je ne passe la parole à vos co-débatteurs? Aujourd'hui, je n'ai pas de biscuits. Juste saluer mon secrétaire général de l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya et tous les membres du parti, et puis précisément ceux de ma cellule de Binza Pigeon 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Joseph Mbenza. Monsieur Jean-Baptiste Ndundu, expert électoral. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste. Bonjour.
Alors, c'est une première pour vous de prendre part à ce débat. Merci d'être là. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire avant, un plaidoyer à faire personnel avant le lancement des sujets? Non, je vous remercie pour l'invitation j'espère que ce n'est pas la dernière. Merci beaucoup, Monsieur Ndundu. Alors, Monsieur Sylvain Lumanga, lui, il est à l'UNC. Bonjour, Monsieur Lumanga. Bonjour, Monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce n'est pas la première fois. Je crois bien que c'est la deuxième fois que je suis invité ici chez Congo Base. Et je me sens très honoré ce matin. Surtout votre coiffure, elle est originale. Hein. Merci beaucoup. Alors, un biscuit à faire avant le début du débat proprement dit? Bon, pas vraiment un biscuit à faire. Les seuls petits biscuits que je peux faire ce matin, que je suis très heureux pour ces grands événements que notre pays, la République démocratique du Congo, est en train d'organiser, les 9e Jeux de la francophonie. 50 ans plus tard, des histoires jamais connues dans ces pays. Et ça me fait vraiment plaisir quand je vois ces Jeux se dérouler en bonne et due forme à Kinshasa, la plus grande capitale francophone au monde. Merci beaucoup, Monsieur Lumanga. Alors, on va lancer directement le premier sujet. Messieurs, dames, quels sont les indicateurs d'une élection crédible? On va essayer d'abord dans les principes avant d'aller sur les cas précis. Alors, je commence avec Monsieur l'expert qui va nous donner un peu plus de matière par rapport à cela. Et après, on donnera la parole aux parties prenantes à ce processus électoral. Monsieur Joseph, plutôt Monsieur Jean-Baptiste, excusez-moi, selon vous, quels sont les indicateurs d'une élection crédible? Merci pour la préoccupation qui est soulevée. Une préoccupation très intéressante. Une élection, c'est avant tout un choix. Une élection, c'est le vote. Une élection, c'est une désignation. Et pour arriver à pouvoir faire ce choix et cette désignation, il y a un certain nombre de parties prenantes qui sont mises en jeu. Et pour organiser cette élection correctement, de manière crédible, il est important que tous les acteurs jouent leur rôle correctement. S'il y a un seul acteur qui ne joue pas son rôle correctement, l'harmonie est perturbée. Alors, quels sont les acteurs? Quels sont les acteurs, justement? Merci beaucoup. Les acteurs d'un processus électoral, pour commencer, c'est d'abord l'électeur. C'est l'électeur qui découle du peuple. C'est l'ensemble des citoyens à qui on a attribué le droit de pouvoir voter à travers l'obtention d'une carte d'électeur. Ensuite, il y a le candidat. Le candidat, c'est celui qui est d'abord électeur. C'est la condition sine qua non pour être candidat. Et ce candidat va aller chercher à concourir pour obtenir un siège à travers un enregistrement. Et actuellement, on est en train de pouvoir faire l'enregistrement des candidats pour la députation provinciale et les conseillers communaux. On venait d'achever, il n'y a pas très longtemps, l'enregistrement des candidats pour la députation nationale. Vous avez la Commission électorale nationale indépendante ou le pouvoir organisateur des élections. Celui qui est en fait le chef d'orchestre du processus électoral. Le chef d'orchestre ne peut pas jouer tous les rôles. Comme un chef d'orchestre pour une harmonie, il peut bien maîtriser tous les rôles, mais il ne peut jouer que son rôle. Ok? Celui d'organiser le processus électoral. Okay. Vous avez les institutions publiques, notamment le gouvernement, le Parlement, le président de la République, chef de l'État. Et vous avez les cours et tribunaux. Eux aussi sont des acteurs du processus électoral. Et puis vous avez la société civile, notamment les médias, qui ont un rôle particulier à jouer, des missions particulières à jouer. Dans notre pays, on pourrait aussi ajouter l'assistance électorale, tenant compte du contexte dans lequel nous sommes.
vous comprenez que si vous voulez avoir une élection crédible, ça signifie que tous les acteurs que je viens de citer doivent jouer correctement leur rôle. Vous avez cité l'exhaustive. Oui, ça veut dire que si je commence à décortiquer le gouvernement, il y a beaucoup d'aspects. Ok, il y a les aspects sécuritaires, il y a les aspects financiers, il y a plusieurs aspects qui peuvent être, si on a 45 minutes pour ça, je peux toujours continuer. Mais j'essaye d'être le plus succinct possible pour vous montrer à quel point une élection crédible est le résultat d'une partition de plusieurs acteurs et tout le monde n'a pas la même fonction et la même manière de se comporter. Quand j'ai parlé des candidats, c'est quand même des acteurs importants. Ces candidats, généralement, viennent des partis politiques, des regroupements politiques, qui sont également des acteurs. Là, on a un débat de société, de fond, parce que, normalement, les partis politiques font partie de la société civile. Okay? Même s'ils ont des objectifs politiques à assumer, on aurait dû placer les partis politiques dans la société civile, parce que la société civile, c'est l'ensemble des citoyens. Et les partis politiques sont des citoyens, mais qui s'organisent pour conquérir le pouvoir et pouvoir avoir le leadership de la gestion de la cité. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste Ndundu, expert électoral. J'aurais bien voulu terminer parce que la question, je n'ai cité que les acteurs. Mais à côté des acteurs, il y a les activités. Après les activités, il y a les normes. Est-ce qu'on peut laisser un peu de temps qu'il puisse développer? On va revenir. Allez-y. Ok. Donc, là, je venais de citer les acteurs qui sont importants pour évaluer un processus électoral. Mais à côté de ces acteurs, il y a les activités. Il y a plusieurs activités. Dans le chemin critique, c'est notamment un cadre électoral qui doit être élaboré. Il y a un calendrier électoral qui doit être élaboré, l'enregistrement des électeurs, l'inscription des électeurs, l'enregistrement des candidats, une campagne électorale, recrutement des acteurs, des agents de la Commission électorale nationale indépendante, le vote, le dépouillement, la publication voilà, ce sont les différentes activités. Chaque activité a des critères d'appréciation. Ça veut dire qu'on apprécie chaque activité en fonction du résultat qu'on attend. Ce n'est pas les acteurs, mais c'est plutôt l'activité telle qu'elle est développée. Alors, les activités sont liées aux acteurs. Donc, chaque acteur a une activité. Il y a des activités qui peuvent voir une conjonction de plusieurs acteurs. Mais le calendrier électoral, c'est l'ensemble des activités qui mettent ensemble un certain nombre d'acteurs. Et qu'on appelle parfois le chemin critique. Ok? Et donc, le chemin critique, c'est celui que je viens de vous énumérer. Ça veut dire que la Commission électorale nationale indépendante, pour être transparente, elle doit pouvoir donner des indications pour savoir où est-ce que les électeurs vont aller chercher leur carte d'électeur. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste Ndundu. On va revenir vers vous pour la suite de votre réflexion. Voilà, on parlait des indicateurs d'une élection crédible. Alors, ces indicateurs sont intimement liés, comme vous l'avez dit, aux acteurs. Alors, on va revenir à vous pour la poursuite, le deuxième tour de table. Alors, monsieur Joseph, votre point de vue. Quels sont les indicateurs d'une élection crédible? Merci pour la parole, merci pour la question, elle est pertinente. Là, je vais entrer sur le terrain politique, parce qu'il y a un expert qui nous a peint la situation, qui nous a parlé des actes. Comme art de convaincre. Oui. Bon, politique pour analyser en tant que politologue. Voilà, parce que là, c'est un expert qui a parlé. Là, je vais analyser comme politologue. Vous allez répondre comme politologue? Oui, comme politologue. C'est-à-dire... Alors, allez-y. Selon la crédibilité, ça dépend de quel bord politique on est. C'est-à-dire selon les tendances. Pour ceux qui sont de la majorité au pouvoir, ils disent que
le processus électoral est crédible. Là, c'est purement politique. En tout cas. Ouais. Mais pour ceux qui sont de l'opposition, ils disent ce n'est pas crédible les élections qui vont se dérouler par rapport à leur appréciation, par rapport à leur cahier des charges. Parce qu'on le vit dans le comportement des acteurs. Là, je suis d'accord avec eux. Les acteurs. Là, je parle des acteurs politiques qui vont concourir. Moi, je ne parle pas des acteurs de la société civile ou bien de... Je parle de nous, politiques congolais. La manière dont on se comporte, la manière dont on analyse la situation par rapport au choix, par rapport à notre appréciation. De dire, est-ce que les élections sont crédibles ou bien ils les feront ou bien pas? Vous voyez, là maintenant nous entrons dans une lutte politique. Parce que la politique qu'on fait aujourd'hui, c'est le résultat qui compte. Ceux de la majorité veulent se maintenir au pouvoir, mais par les élections bien sûr. Et ceux qui sont de l'opposition veulent entrer aux affaires, mais par la voie des élections. Alors, à ce niveau-là, il y a maintenant divergence de points de vue et d'opinion et de la manière dont on voit les élections qui viendront et qui se dérouleront. Est-ce que vous pouvez comment dire, vous départir de votre casquette de politique pour parler parce que des indicateurs? Non, comme cas de l'UDPS. Là, je parle des indicateurs en termes de confiance. Par exemple, parce que en politique, bien sûr, là je ne parle pas en tant qu'IDPS, je parle en tant que politologue parce que je vois les deux tendances. Parce que ce n'est pas les gens de la société civile qui vont aller aux élections comme telles. Ce sera les politiques qui viendront soit de la majorité ou bien de l'opposition. Voyez-vous? Donc, pour nous, de la majorité, nous trouvons que le processus, bien qu'il y a des petites failles par rapport à certaines cartes qui ont été données aux électeurs qui ne sont pas de bonne qualité, mais nous disons que les élections sont crédibles. Mais de l'autre côté, les gens de l'opposition disent que parce que la tête de Denis Kadima ne leur plaise pas, et ils se disent que non, il est membre de l'IDPS. Alors comme c'est un membre de l'IDPS, il faut qu'on se le dise, et qu'il est kassaïen aussi, et que les élections ne seront pas crédibles. De l'autre côté, nous avons une frange de la société civile, parce que les élections, parmi les indicateurs importants, c'est la confiance qu'on doit se faire mutuellement parce que nous n'avons que la RDC comme pays. Mais là, par rapport à ces processus, vous sentez que non, on diverge à tout point de vue. Vous voyez, il y a de l'autre côté une frange partie, comme acteur de la société civile, qui disent que le processus est bon. Et il y en a un autre qui dit non, le processus et les élections ne seront pas crédibles parce qu'on n'y a pas mis le nôtre là-bas. De l'autre côté, il y a une frange de l'opposition qui disent que non, le bureau de la CENI n'inspire pas confiance parce qu'on n'a pas d'œil là-bas. Donc, on est disparate, on est disparu par rapport au point de vue. Donc, moi, je crois que sur le plan purement politique, les élections, même aux États-Unis, je vous informe, je ne sais pas, si vous suivez les informations, même aux États-Unis, ceux de républicains demandent l'audit du fichier électoral. La Cour suprême de justice américaine a dit non, on n'y touche pas. Voilà. Donc c'est partout, même en France aujourd'hui, ça bouillonne. Donc les élections, pour moi, l'indicateur majeur, c'est la confiance. L'indicateur majeur, c'est la confiance. Merci. Monsieur Sylvain Lumanga, votre point de vue? Oui, très cher journaliste, j'aimerais commenter sur ces sujets en tant que d'abord, je me sors d'abord de la casquette de cadre d'un parti politique membre de l'Union sacrée, mais j'aimerais faire un aperçu en tant qu'analyste politique et communicologue et mes référents aux explications qui nous sont fournies par notre expert électoral en face de moi. Voilà. Quand on parle de l'élection, d'abord on voit la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie. Institution d'appui à la démocratie. Et quand on parle d'une élection crédible, d'abord, c'est quoi? C'est la mise en place d'une commission indépendante et impartiale qui doit servir d'arbitre pour les élections. Cette commission qui est indépendante, qui doit inspirer confiance aux concitoyens qui sont des électeurs, qui doivent élire les dirigeants de demain. Mais sur ces points, les gens au pouvoir, la majorité,
qui est censé soutenir la mise en place d'une commission indépendante et impartiale, tire le droit d'Ili de son côté. L'opposition, qui aspire conquérir le pouvoir, veut avoir de l'œil au niveau de cette commission. Pourquoi? Elle n'a pas confiance au pouvoir en place. Parce qu'elle décrit la gestion du pouvoir en place et elle doit avoir de l'œil au niveau de la commission pour conquérir le pouvoir en place. Et sur ces points-là, ça va créer des échauffourées pour qu'il y ait une commission électorale indépendante. Chacun voudra avoir une partie prenante sur la commission. Et c'est le plus fort qui va y parvenir. Alors, quant à cette commission qui est mise en place... si c'est le plus fort qui va dominer, donc cette CENI n'est plus indépendante. Ça devient maintenant un jeu politique, vous voyez. Ça devient un jeu politique, autrement dit, un coup de force, comme l'opposition est en train de qualifier. Donc, maintenant, en ce moment-là, ce n'est plus une élection crédible. Oui, en ce moment-là, ce n'est plus une élection crédible. Quoique les indicateurs d'une élection crédible soient respectés, la mise en place, enrôler les électeurs, donner des cartes, tout là, et effectuer, acquérir le dépôt des candidatures des électeurs. Mais si cette commission-là est devenue comme un coup de force, considérée ainsi par la société civile, les confessions religieuses et d'autres, ça, ce n'est plus une commission indépendante. Et puis, ça ne va pas faire d'une élection crédible, parce qu'elle sera toujours qualifiée d'une commission qui est fait passer à coup de force. Alors, en parlant de... Je m'excuse. Oui. En parlant de cette commission, de membres du bureau de la CENI, à ce que je sache, ce n'est pas des membres du bureau de la CENI sortis d'un camp politique. Vous voyez? Ce sont les institutions ou les organes habilités à sortir les dirigeants de la CENI, voilà, qui ont sorti 4 membres, le pouvoir 6, oui, puis la société civile 5, oui, si je ne me trompe pas. Ils sont allés aux élections. Alors, au moment où le processus électoral s'est déroulé, il y a eu une main noire. Il y a eu une main noire dont je ne sais qualifier qu'elle est venue de l'opposition ou de la majorité, qui a voulu faire passer son candidat. Et que quand l'autre parti a résisté pour improviser aussi son candidat, certains se sont retirés. Mais comment vous vous retirez quand les autres veulent faire passer les leurs et que le vôtre ne passe pas? Vous vous retirez directement, vous commencez à qualifier que le processus n'est pas crédible, il n'est pas viable. Mais vous aurez voulu que le vôtre passe pour tricher peut-être à votre faveur, et là le processus sera viable. D'accord. Vous voyez un peu. Merci beaucoup, monsieur Sylvain Lumanga. Je donne la parole encore une fois à monsieur Jean-Baptiste. Alors, monsieur Jean-Baptiste, le processus électoral en RDC a démarré par très longtemps. On a commencé d'abord par la désignation des membres du bureau, et après installation, constitution de la plénière. Et voilà, la CENI qui a commencé à travailler, a commencé à se déployer. Alors, au regard de la situation actuelle, du processus qui est en cours, et au regard des indicateurs que vous avez évoqués tantôt, est-ce qu'on peut dire que le processus qui est en cours actuellement dans notre pays, il est crédible? Ok. Nous avons un problème de concept quand on est en train de s'exprimer. Le processus, il a commencé, celui qu'on est en train de suivre, est issu du dialogue intercongolais. De 2002. Oui, c'est ce qui a permis de générer la constitution de 2006. Et les normes que nous utilisons pour pouvoir aller aux élections découlent de cette constitution. Je n'ai pas abordé le troisième aspect. En fait, il s'agissait des normes nationales et des normes internationaux ou les standards. Qu'il faut savoir respecter. Oui, c'est ça le principal problème aujourd'hui. C'est si on veut avoir des élections crédibles, il faut que ces élections soient organisées conformément au cadre légal électoral. Et pour parler d'un élément que mon co-débatteur a utilisé, c'est par exemple l'élément confiance. On peut débattre sur la question pendant toute la journée, mais quand vous regardez la constitution de la Commission électorale nationale
indépendante, elle est composée pour manifester la méfiance entre les différentes parties. Donc, c'est déjà un postulat. Vous ne pouvez pas parler de confiance alors que, visiblement, dans son essence, la Commission électorale nationale indépendante veut manifester une certaine méfiance entre acteurs. Mais c'est clair. Quel est l'élément illustratif que cette CENI est en train d'entretenir, cette méfiance? En fait, ça c'est une caractéristique de notre société aussi. C'est une société post-conflit. Les acteurs ont du mal à se faire confiance. C'est pour ça qu'on a fait ce qu'on appelle les composantes. OK? Issu du dialogue inter-congolais, et cette logique de composante a continué. Aujourd'hui, quand vous regardez la loi sur la Commission électorale nationale indépendante, on te parle de composante majorité des personnes qui sont désignées par la majorité parlementaire, ceux qui sont désignés par l'opposition et ceux qui sont désignés par les organisations de la société civile. Ça signifie que la base pour avoir une élection crédible et objective, crédible et transparente, c'est la surveillance entre les différentes composantes. On peut débattre sur les composantes. La surveillance mutuelle, ça dit la surveillance mutuelle, ça veut dire que on veut s'assurer que nous tous, nous avons un œil sur ce qui est en train de se passer. OK? Et c'est pour ça qu'on dit chaque composante doit être représentée. Vous avez dit tantôt 6 de la majorité, 4 oppositions et 5 la société civile. Même si dans nos réflexions, nous, acteurs de la société civile, nous constatons que la majorité de ceux qui sont dans l'exécutif de la Commission électorale nationale indépendante sont politiques. Ah oui. Oui, sont politiques. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul acteur. Le 2 tiers. Il n'y a qu'un seul acteur au niveau du bureau de la Commission électorale nationale indépendante qui est issu de la société civile. Ça veut dire qu'en réalité, on est dans une opérationnalisation qui se politise. Hein? Qui se politise au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un avis d'expert ou un avis, je dirais, politique? Non. Je veux prendre la question sur l'autre face. La Constitution, dans notre pays, situe les élections comme un mécanisme de dévolution du pouvoir. Celui qui est détenteur du pouvoir, c'est le peuple. C'est lui qui, à travers les élections, permet la désignation des représentants. OK? Il est important de comprendre. Et quand j'ai entendu notre ami s'exprimer, visiblement, on veut faire croire que le processus électoral est l'apanage des politiques. Alors qu'en réalité, le processus électoral doit être d'abord l'apanage des citoyens, pas des politiques. Et n'importe quel citoyen peut être représentant du peuple. Ce n'est pas interdit. Est-ce qu'on se comprend? Je comprends. Mais voilà. N'importe quel citoyen peut adhérer à n'importe quel parti politique. Ce n'est pas interdit. Ça veut dire qu'on n'a pas dit que si vous êtes vendeur de cacahuètes, vous ne pouvez pas être membre d'un parti politique. Ou vous, comme journaliste... Non, nous, la déontologie interdite. Non, mais il n'est pas dit que vous ne pouvez pas être membre d'un parti politique. Vous pouvez être membre d'un parti politique, ce n'est pas interdit. Sont politique, non, vous la déontologie nous interdit. Vous n'êtes pas interdit d'adhésion à un parti politique. Votre profession, c'est journaliste, il n'y a aucune disposition légale qui vous empêche, vous, de devenir membre de parti politique. La preuve, c'est qu'il y a de vos collègues qui étaient candidats. Non, qui étaient candidats. Ce n'est pas une violation de la déontologie. Non, ce n'est pas une violation. Le journaliste est censé rester au milieu du village. C'est-à-dire, c'est nous qui arbitrons les politiques. Quand nous faisons déjà partie de la société politique, nous ne pouvons plus être arbitres. Donc, si nous voulons être d'accord, la vie nationale n'est pas cantonnée par la politique.
la vie nationale, c'est la politique, c'est l'économie, c'est le social, c'est le culturel. Et vous avez la capacité d'appartenir à une culture. Ce n'est pas parce que vous êtes journaliste qu'à partir de ce moment-là, vous régnez votre culture, vous devenez acculturel. Non. C'est la même chose avec la politique. Vous avez un point de vue à émettre. Vous pouvez être pour un parti ou ne pas être pour un parti. On ne peut pas se mettre la corde au cou ou prendre la machette parce que quelqu'un a pris une identité sur un autre parti politique. D'accord. J'espère que je me suis fait comprendre. Là, j'ai compris. Il est important que l'on comprenne que le processus électoral est d'abord l'apanage des citoyens. Non, pour finir, hein, juste 30 secondes avant de donner la parole à vos co-débatteurs. Dans le contexte actuel où vous avez dit la CENI est dominée par les politiques, impossible d'avoir une élection qui soit une élection acceptée par tous. Non, en fait, comme je viens de le dire, le processus électoral doit être l'apanage des citoyens. C'est les citoyens qui doivent choisir leurs représentants. Et c'est eux qui doivent exprimer leur satisfaction par rapport aux représentants qu'ils ont choisis. Est-ce que nous, citoyens, nous, notre nation congolaise, quand nous regardons nos élus, est-ce que nous nous retrouvons? D'accord. C'est ça la question. Merci beaucoup. Je dois... Et la CENI doit être à mesure de pouvoir satisfaire cette demande-là. D'accord, monsieur Jean-Baptiste. Monsieur Joseph, votre point de vue par rapport à cette précision de monsieur Joseph, Jean-Baptiste plutôt, sur la question de la CENI. Cette CENI qui est déjà une CENI déjà politique, déjà. Parce qu'elle est dominée par les politiques. Quoique opposition au pouvoir, elle est déjà dominée par les politiques. C'est déjà un élément qui démontre déjà qu'il y a... Vous savez, nous sommes... Le malheur de la RDC, c'est que notre société est bâtie sur la méfiance et non la confiance. À tous les niveaux. Normalement, nous devions commencer par bâtir une société où la confiance est mutuelle. Nous sommes trop dans des préjugés, nous, Congolais. C'est ce qui fait que, même si moi je suis dans ces postes-là, lui s'est dit que c'est lui qui devait être dans mon poste et on s'entretue inutilement. Moi, je crois, je vais y revenir sur ce qu'il a dit. Moi, je crois que beaucoup plus la crédibilité ou bien l'acceptation de tout ce qui est fait devait être dans des mécanismes qu'on pouvait renforcer. Par exemple, lors de la publication de résultats, lors de l'élection, exiger à ce que chaque candidat, chaque parti politique ait des témoins dans des bureaux de vote et qu'on puisse leur donner des PV certifiés par la CENI et qu'on programme bureau par bureau le jour de la proclamation des résultats. Ça renforcerait la crédibilité des élections. Mais de l'autre côté, tout ce que nous faisons dans la vie, c'est la politique. C'est tout à fait normal. Les politiques que nous sommes des citoyens. On ne peut pas dissocier les citoyens et les politiques. C'est comme si nous vivons dans un autre monde et que les autres sont des citoyens, sont dans un autre monde. Je suis citoyen comme celui qui ne fait pas de la politique, celui qui fait de la musique, celui qui fait du théâtre. Je suis citoyen comme eux. Donc, il n'y a pas à dissocier entre citoyens et politiques. Deuxième de choses, moi je vois beaucoup plus dans tout ce qui s'est fait pour rencontrer un peu mes co-débatteurs. En politique, ce sont des enjeux et des intérêts et des calculs. Par exemple, lors des désignations de membres de confessions religieuses, vous avez vu tous les soubresauts qui s'est passé lors de toutes ces tractations politiques. Parce que là je rejoins mon frère, lorsque mon homme ne passe pas, je juge tout mauvais. Et si c'est mon homme qui était là, et tout va bien. Et les autres aussi diront la même chose. Quand ils ne sont pas là, ils diront que toi aussi, ton homme n'est pas crédible. Finalement, on est perdu dans ces pays. À un moment, on doit lever l'option que lors des désignations, par exemple, nous accompagnons, mais nous mettons des mécanismes. Il ne faut pas se surveiller. Mais il faut mettre des mécanismes qui feront en sorte que qu'il y ait plus ou moins des résultats acceptables. Parce que et si on dépolitisait carrément toute la CENI? Mais dites-moi comment on peut
dépolitiser. Par les lois, on peut voter des lois. Quelles sont qui ces lois? interdisent à ce que la CENI soit... Non, la meilleure option, que les élections soient gérées par le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est la norme. Ah là, ça sera... C'est le pire des, ça sera le pire des élections. Dans le par contexte quel actuel. mécanisme, je pose la question, c'est pas à vous que je vais poser, qu'on peut dépolitiser la CENI. Ça, c'est un rêve. C'est impossible. C'est impossible. Comment? Même ceux de la société civile qu'on parle, parlons-en de cette fameuse... société civile qui n'appartiennent pas au parti politique pour autant. Parlons-en de cette fameuse société civile. Il y en a vraiment... des composantes des sociétés civiles. J'en arrive. Il y en a des vrais acteurs de la société civile. J'en arrive. Il y en a des vrais acteurs de la société civile. Mais il y en a aussi des faux. Ah. Mais je vous dis la vérité, parce qu'ici, il n'est pas question de tirer sur X, Y. Mais au sein de la société civile, il y en a des vrais acteurs qui sont là, qui travaillent vraiment pour l'intérêt de la communauté. Mais il y en a aussi des calculateurs qui sont soit du côté de l'opposition, soit du côté du pouvoir. Vous voyez un peu dans quelle société on vit. Alors, moi, je crois que sur le plan de la désignation, là n'est pas le problème, mais c'est beaucoup plus sur le mécanisme légal qu'on pourra mettre en place pour que les élections soient crédibles. Même partout, ça se passe comme ça. Même Donald Trump a contesté Joe Biden. On dira quoi? Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Alors, Monsieur Lumanga, je vous donne la parole aussi. Oui, sur la question du pouvoir organisateur, cette CENI qui déjà suscite la méfiance au lieu de susciter la confiance, comme l'a dit M. Joseph. Et puis cette CENI qui est essentiellement politique, il faut qu'on se le dise. Est-ce un bémol ou un avantage? Voilà, une fois de plus, merci pour la parole. J'aimerais dire ceci. On n'est pas politique, mais on les devient. On ne vient pas au monde en étant dans une famille politique quelconque, mais on les devient. Oui. Mais on est citoyen congolais. Nous naissons en étant déjà citoyens congolais. Ou soit nous naissons en étant citoyens américains. Nés de parents ici des origines américaines. Mais quand je dis qu'on devient politique, c'est-à-dire quoi? D'abord, c'est la lecture que nous faisons sur le membre du bureau de la CENI. C'est cette lecture-là qui fait à ce que nous puissions les considérer comme des politiques. La CENI est une institution d'appui à la démocratie, indépendante et impartiale. Quand les membres du bureau de cette commission sont promis, nous, on sait que les membres du bureau de la commission sont apolitiques. Mais c'est nous qui sommes en train de leur donner cette casquette-là de politique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas confiance en eux. Mais pourtant, ceux qui nous ont donné ces membres-là, ce sont les membres de la société civile, les confessions religieuses. Donc la politique n'est pas seulement au niveau des membres du bureau de la CENI, elle a commencé d'abord au niveau de la société civile. La société civile a elle-même qui est politisée par des dirigeants politiques, des leaders politiques, qui chacun tire la sonnette d'alarme de son côté, qui vise ses intérêts. Alors là, ça complique l'équation. Aujourd'hui, la politique devient très amère. Les hommes politiques deviennent trop égoïstes pour leurs propres intérêts que pour l'intérêt de leurs électeurs. Et c'est ça ce qui crée la méfiance au niveau de la CENI. L'homme congolais, aujourd'hui, se voit que lui-même. Qu'il soit dirigeant, qu'il soit qui, il a que l'amour pour lui-même. Mais c'est ce que vous On n'a plus l'amour à du l'Union prochain. sacrée de la nation. Non. Ce que l'opposition dit n'a pas de sens. L'Union sacrée de la nation a son programme. Il veut mettre en exergue son programme, son projet au profit de la population. Mais quand il se rend compte qu'il n'a pas encore... Parce qu'il ne fera pas tout de son programme. Mais quand il se rend compte qu'il n'a pas encore fait plutôt la priorité de son programme, il ne va pas vouloir lâcher le pouvoir aussitôt que possible. Il doit vouloir arriver jusqu'où il faut. Tous les moyens sont bons pour y tous les moyens. Comme on dit, tout chemin mène à Rome. Vous voyez, tout chemin mène à Rome. C'est ça, ces jeux politiques que nous sommes en train de vivre. Et l'opposition, dans ces conditions, qui est aussi assoiffée, n'arrive pas à supporter cela. Je vous donne un exemple de leaders de l'opposition actuelle qui ont décrié par tous les moyens le membre du bureau de la CENI, jusqu'au point où pour eux, ils commencent à se victimiser.
Non, mais ça, moi, j'ai dit maintenant qu'ils jouent à l'amateur. Un petit problème, il faut alerter la communauté internationale. Mais quand les États-Unis, l'Union européenne, la France, la Belgique ont des problèmes chez eux là, est-ce qu'ils appellent aussi les Africains, les Congolais à intervenir? Mais le fait que nous faisons toujours recours à ces pays qui ont progressé au niveau de la démocratie, comme nous les qualifions là, mais quand est-ce qu'eux auront des problèmes? Nous avons vu comment Donald Trump est en train d'être malmené aux États-Unis dans ses droits des citoyens américains. Est-ce que Donald Trump a fait recours au leader de l'opposition congolaise pour intervenir en sa faveur? On ne sait pas faire confiance à la justice congolaise, à la commission congolaise, mais au moins on se fie à la justice étrangère ou aux commissions étrangères. Mais on aspire aussi diriger ces pays-là. Vous croyez que ça sera par bâton magique? Quand vous serez élu, vous quittez l'opposition, vous venez au pouvoir, vous allez changer ça par bâton magique. De la même manière que eux se comportent, c'est ainsi pareil qu'on s'est comporté aussi quand on était dans l'opposition. Moi, je l'ai toujours dit à mes aînés dans ma formation politique. Mauvais comportement. Oui, j'ai toujours dit à mes aînés dans notre formation politique que quand on était dans l'opposition, c'est comme quelqu'un qui est, vous voyez, une casserole qui est sur le feu. Vous êtes loin de cette casserole-là. La façon dont l'eau est en train de chauffer sur l'eau, vous avez une aperçue différente quand vous êtes de loin. Et quand vous arrivez près, vous voyez que ça bondit un peu plus vite là. C'est ça. Quand on était dans l'opposition, la gestion de la chose publique, on l'appréhendait d'une autre manière. Mais quand on est dans cette chaise-là, on voit les choses autrement. C'est aussi ça ce qui arrive à l'opposition. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Je voudrais rebondir sur deux éléments qui me paraissent assez importants. Les partis politiques ont notamment la fonction de la conquête et de la conservation du pouvoir en vue du mieux-être de la population. Les citoyens attendent des représentants le mieux-être. Ils attendent des représentants, ceux qu'ils élisent, le mieux-être, des meilleures conditions de vie. C'est ça l'attente. OK? Donc, on est en face de deux instruments qui nous ont été donnés pour pouvoir améliorer ce mieux-être. Le premier, c'est l'élection. Le deuxième, c'est le pouvoir. OK? Ce n'est pas une fin en soi. C'est que le peuple est en train de rechercher, c'est l'amélioration de ses conditions de vie. OK? Son mieux-être. C'est ce qu'elle est en train de rechercher. Faire de l'élection, faire du pouvoir une fin, faire de l'élection une fin est le problème que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Ça veut dire que nous avons des gens qui se disputent des sièges, qui se disputent pour le pouvoir ou qui veulent absolument qu'on tienne les élections. Les élections ne sont pas une fin en soi. Il faut que ça soit clair. Il faut que nous nous organisions de manière à ce que ces élections et le pouvoir permettent effectivement de garantir le mieux-être des populations. Et c'est ce que les citoyens sont en train de rechercher. Et ils sont déçus par les élections. Ils sont déçus par la gestion du pouvoir parce que et les élections et la gestion du pouvoir ne leur permettent pas d'avoir des conditions de vie meilleures. C'est ça le problème. C'est le cas de notre pays. Oui, c'est ça le problème. Moi aussi, je vais rebondir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, les deux sont dans une conquête dans la recherche, disons, conquête ou conservation de pouvoir. Ils sont dans une même logique. Ce que nous, on est en train de rechercher, c'est l'amélioration des conditions. Et ce que je souhaite, c'est que les acteurs politiques... Vous constatez qu'il y a une déception. Ceux qui sont souvent élus ne répondent pas aux besoins sociaux. Le taux de participation au processus électoral est en train de baisser. Et ce n'est pas un hasard. On est passé de 63% à 47% en 2018. Et si on ne fait pas attention, ce taux va encore baisser. Parce que les politiques ne répondent pas aux besoins. Alors, comment renforcer la confiance? Comment la CENI peut-elle renforcer la confiance? Ou comment la CENI peut-elle être cet organe en qui tout le monde a confiance? Au fur et à mesure qu'on avance du chemin critique du processus électoral, il y a un certain nombre d'actions qui deviennent difficiles.
soit on fait ce qu'on appelle une réqualification du processus. Ça veut dire recommencer le cadre légal. OK? Recommencer le cadre légal, ça Oui, oui, recommencer le cadre légal. Repartir par le Parlement. Repartir par le début. OK? OK. Mais ce qui est possible aujourd'hui, c'est que quand on a déjà entamé le processus, on a déjà pratiquement, par exemple, achevé l'identification des électeurs. On a commencé l'inscription des candidatures. Il faut avoir chaque fois des mécanismes non juridictionnels de gestion des conflits. Il faut mettre en place ces dispositifs. Et à l'heure actuelle, ils sont inexistants. Ça peut être de quelle nature ou de quel genre? La CENI peut, à travers un certain nombre de dispositifs de la loi, si vous regardez l'article 58 de la loi portant organisation, identification et enrôlement des électeurs, vous verrez que la Commission électorale nationale indépendante est capable de prendre des décisions pour réguler le processus électoral en cas de manquement du cadre légal. Donc elle a la possibilité de mettre en place des mécanismes pour pouvoir gérer les différents conflits qui existent. Évidemment, par exemple, le conflit dont on vient de parler qui concerne la Commission électorale nationale indépendante, évidemment que la Commission électorale nationale indépendante n'est pas en mesure de résoudre ce genre de problème. Donc, pour résoudre un tel problème, il faut remonter, il faut aller vers le chef de l'État qui aujourd'hui est le seul qui est capable de résoudre ce genre de problème. Mais il faut absolument mettre en place des mécanismes non juridictionnels de gestion des conflits à tous les niveaux et entre tous les différents acteurs. C'est une possibilité pour pouvoir permettre à ce que on puisse rétablir la confiance entre différentes. Mais si on fait la sourde oreille, non, mais c'est clair. Excusez, monsieur le journaliste, je voulais commenter sur ce que notre expert, monsieur Jean-Baptiste, venait de dire. Il a parlé sur l'article 59 portant organisation et fonctionnement, 58 plutôt, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, qui le président du bureau de la CENI, en se référant à cet article, doit réguler aux différents conflits qui discréditent la commission. Mais récemment, le président de la CENI, M. Denis Kadima, étant à mesure de sa lourde charge, a convoqué une séance d'entretien avec les leaders de l'opposition, de tous bords. Un échange à bâton rompu avec eux sur les problèmes qui sèment la divergence entre la CENI et leur vouloir. Mais vous voyez comment cela s'est soldé. L'opposition a montré bec et ongle et devant la face du monde qu'elle souhaite juste que le Messie ne... Vous dites? Un échange, ce n'est pas une décision. Elle souhaite juste que le Messie quitte, qu'il soit remplacé par une autre personne. Mais pourtant, toutes les recommandations que l'opposition a faites à M. Kadima sont respectées. M. Kadima a démontré tout ce qu'il faut, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais leur souhait juste que la CENI soit sans Kadima. Un audit du fichier électoral. Nous sommes dans un État souverain. C'est dans les obligations de la CENI de choisir quelle organisation qui doit faire l'audit du fichier électoral. Mais ce n'est pas l'opposition qui doit imposer une commission, une institution d'appui à la démocratie dans un pays. Oh, prenez les États-Unis, prenez ça. Non, mais la commission électorale indépendante a choisi qui elle veut, qui peut faire l'audit du fichier électoral, et ça a été fait. C'est aussi une question de renforcement de la confiance de ce processus. Pourquoi ne pas accéder à cette demande? Bon, qui n'aura pas d'impact visiblement sur le déroulement du calendrier électoral. Pour renforcer la confiance sur le processus électoral, il faut une commission que l'opposition souhaite. Et lorsque cette commission-là va faire l'audit du fichier électoral, prouver à l'opposition que non... Pas l'opposition, c'est que l'opposition souhaite. C'est sûr qu'un coin des leaders de l'opposition qui souhaite ça. Est attentif aux revendications d'autres blocs politiques du pays pour que ces élections soient... que la confiance justement soit rétablie entre... différents partis prenants. Et quand le président de la CENI a réuni les leaders de l'opposition, il a cherché le voies et moyens
pour trouver un terrain d'entente. Mais l'opposition était catégorique. Les souhaits étaient que ces derniers quittent. Mais pourtant, il est entériné par le président de la République. C'est quoi l'objectif? Retarder le processus électoral, avoir un gouvernement, ils doivent participer, se faire une santé financière pour troubler l'ordre public. Mais on comprend les jeux de l'opposition. Merci beaucoup. Et on ne peut pas céder à ça. Merci beaucoup. Alors, un petit mot? Oui, beaucoup de mots même. Beaucoup de mots. Parce qu'on doit entamer le deuxième sujet aussi. Mais bon, notre expert a eu plus de temps que nous, apparemment. Là, il est entré sur un terrain politique quand il a parlé des élections et du pouvoir et que le peuple est déçu par ses pouvoirs. C'était bien dit de sa bouche. Là, c'est purement politique. Il est sorti un peu de cette casquette. Il ne parle pas des élections. Non, il a parlé des élections et du pouvoir. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit que le peuple est déçu par la manière de gouverner de ce pouvoir. Ça a été bien dit et j'ai bien entendu. Je pense qu'il parle du processus dans son ensemble. Non, 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 non. 2006, 2011, n'est-ce pas ça, monsieur? Monsieur le journaliste, il a parlé, j'ai bien suivi, il a parlé du pouvoir et il a parlé que le peuple et les citoyens sont déçus. Il faut le laisser tomber dans sa logique. Là c'est purement politique. Comment il peut mesurer que le peuple est déçu? Comment, par quel baromètre politique il peut mesurer que le peuple est déçu? Il dit que le taux de participation est en baisse. Non, là c'était à la fin. Mais tout au début, il a dit, quand vous allez visualiser la vidéo de cette émission, vous allez remarquer. Bon, en 2018, il y avait combien d'électeurs, combien de gens qui se sont enrôlés pour les élections? En 2023, c'est plus que 2018. Ça, ce sont des chiffres de la CENI, c'est 48 millions, je crois. Des chiffres de la CENI. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'enrôlés qu'en 2018. Je crois qu'il devait le savoir. Je ne sais pas, c'est 48 millions d'électeurs. On est autour de 40 millions. Maintenant. 48 millions. Vous comprenez? En 2018, ça devait faire 43 millions et puis le nombre de votants, c'était 38 millions. Donc, c'est un peu ça le chiffre. Donc, nous au niveau du pouvoir, on n'a pas la prétention de dire qu'on a tout résolu. Mais les actes que notre gouvernance a posés a démontré bel et bien que nous sommes dans une dynamique de changement. Je ne dis pas que tout est rose, mais ce qui est fait en moins de 4 ans, avec tout le problème qu'on a, c'est déjà quelque chose de bon que le peuple apprécie aujourd'hui, que le peuple voudrait qu'on continue comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec lui que les élections n'est pas une fin en soi. Parce que je crois qu'il est de bonne foi, notre expert. Mais le comportement des acteurs qu'il a cité, je suis d'accord, les candidats, les acteurs, les partis politiques, les leaders politiques, c'est là où se pose le problème. On est dans un monde de calcul politique, on ne se fait pas de cadeaux, ce n'est pas une église où on va vous dire ex cathedra. Non, chacun a ses calculs. Là, je rejoins mon frère. Toutes ces revendications que la CENI, parce que nous ne sommes pas de la CENI, que la CENI devait y accéder, et nous aurons aussi, nous, le pouvoir, des revendications à dire à la CENI. On ira dans un autre monde. Le problème, c'est de respecter le cadre légal. Il n'est pas dit que les revendications de l'opposition doivent être écoutées par la CENI. La CENI doit... Si elles sont basées sur la loi... Bon, je vais vous donner épingler un seul fait. Récomposition de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que l'opposition a à voir avec la Cour constitutionnelle? Parce que les 3 sont nommés par la discrétion du chef de l'État, les 3 venant du Parlement et les 3 autres Conseil supérieur des magistrats. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'opposition? Je pense qu'il y a un débat qui va être très bientôt organisé sur... Mais disons-nous la vérité en face. Le problème, dès le début, on a accumulé un retard de 28 mois. Il ne faut pas oublier. 28 mois. 28 mois. C'est beaucoup. Beaucoup. Alors, ils veulent retarder parce qu'ils sont des calculs politiques. Il fallait faire par tout le moyen empêcher les élections pour y arriver à... Conclure. Donc, négociation et puis partage de pouvoir. C'est que nous, on a dit non. Je venais de dire. On a dit non. Il faut qu'on y ait aux élections parce que le premier mandat négocié, prolongé, c'est pas une bonne image du pays. Merci. C'est pas une bonne image du pays. Négociation et puis... Alors... Il y a 30 secondes, on va prendre la deuxième thématique. Le nombre des électeurs pour 2023, c'est 43 millions. 43 millions. Quand je parle de taux de participation, c'est le rapport entre le nombre des électeurs et le nombre des votants.
Ok. Donc, ce rapport-là donne le taux de participation. Et il est évolutif, ce rapport. Donc, je disais que le taux de participation était en train de baisser. Ok. Depuis 2006, il est dans une courbe décroissante. Voilà un peu ce que je voulais dire. Pour le reste, peut-être qu'on trouvera une autre opportunité pour en parler. Deuxième sujet, messieurs, dames, génocide en RDC, peuple congolais, complice ou victime. Alors, le 2 août, hier, les Congolais ont commémoré plus de 10 millions de personnes assassinées depuis 1994, donc presque 30 ans, 29 ans précisément. Alors, sous un silence assourdissant de la communauté internationale, c'est parmi, selon certains acteurs politiques, c'est parmi les crimes les plus graves que l'Afrique n'ait jamais connus en termes de nombre de personnes qui sont victimes de cela. Alors, le peuple congolais qui subit cela, est-ce qu'il est complice ou victime de cette situation qui perdure et qui voit les gouvernements ou même les chefs d'État passer, mais qui reste quand même, hein? Voilà. Je donne la parole à M. Lumwanga Sylvain. Alors, je commence avec vous. Votre lecture des faits. Oui. Génocide en RDC, peuple congolais complice ou victime. Depuis le 2 août 1998, 25 ans déjà, que l'histoire de la République démocratique du Congo est en train de s'écrire en des lettres de sang dans une complicité de la communauté internationale qui nous fait vivre une barbarie totale dans différents coins de notre pays et particulièrement l'Est de la République. J'ai dit, la guerre est loin d'être terminée, mais le 2 août, qui est ce jour commémoratif de nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans l'au-delà, indépendamment de leur volonté, est une autre manière pour nous de faire deuil pour les disparus, d'une manière personnelle ou collective. Commémorer chaque le 2 août. Pour moi, je souhaiterais que le président de la République instaure le 2 août une journée chômée et payée où les drapeaux doivent être en berne. Et ces génocides dont les Congolais sont complices, je le dis bien, nos frères congolais sont complices de ces génocides pour des intérêts égoïstes. Les rapports mapping les dit très bien, qui est sur la table de la Cour pénale internationale et sur différentes tables de différentes juridictions dans le monde. Nos propres frères qui sont incapables d'exploiter nos richesses par la voie proprement dite, mais qui souhaitent qu'il y ait mort d'homme pour bénéficier de notre sol et de notre sous-sol. Les Congolais eux-mêmes sont à la base de ce... Non, je n'ai pas dit que les Congolais sont à la base. Ils sont aussi complices. Ils sont aussi complices. Oui. La communauté internationale est à la base de ça. Je vous recommande le livre de Charles Onana qui parle sur l'Holocauste, l'Omerita. Il a bien défini la complicité de la communauté internationale et de la France pour ce qui se passe à l'Est. Quand je parle des Congolais qui sont complices aussi, je l'ai vécu moi-même. À Butembo, je vous donne un exemple. Les rebelles, quand ils entrent sur nos terres, ils ne vivent pas sur nos terres. Mais ils entrent comment? Ils sont hébergés comment? Quand ils entrent, ils font entrer leurs armes par différents moyens. Mais quand ils sont sur nos terres, ils sont hébergés par nos propres frères. Ils sont des Congolais. Un Congolais qui se retrouve dans des conditions de vie qui ne sont pas bonnes. Un rebelle qui entre ou un groupe de rebelles qui entre, qui lui propose une certaine somme d'argent ou quelque chose d'autant, il lui dit, il leur dit en Swahili, garde pour nous ces histoires, prenez autant, prenez autant. Mais les histoires qu'il est en train de garder et les gens qui l'hébergent, ce sont les gens qui vont lui tuer demain, lui et ses frères, pour puiser de la richesse dans les sols et du sous-sol congolais. Et cela sous les regards impuissants de la communauté internationale qui soutient notre agresseur qui est le Rwanda, notre agresseur direct.
Alors, pour moi, ces génocides congolais dont nous commémorons 25 ans plus tard, nous, Congolais, nous avons une part de responsabilité dans ça, et aussi la communauté internationale a sa grande part de responsabilité. Merci beaucoup, monsieur Lumanga. Alors, ça sera votre dernier tour de table. On va prendre aussi monsieur Joseph qui va aussi réagir. Alors, votre point de vue sur cette question? Hier, j'ai suivi en direct. J'ai failli même pleurer. Quand j'ai écouté, j'ai entendu des témoignages des victimes. Et je me suis dit que ce sont nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, nos enfants, nos amis qui ont vécu ça. Mais moi, j'ai une analyse, une approche un peu dans l'histoire. Vous savez, le malheur de la RDC, c'est depuis 1884. Et cela s'est concrétisé un certain mois d'avril 1885, quand ces gens se sont décidés de mettre leurs pieds sur, sur la terre de nos ancêtres. Ce que Mobutu appelait les vautours. Oui. Et si vous voyez l'histoire, le parcours de l'histoire du Congo, c'est un peu atypique. Donc, c'est compliqué. Et puis, vous savez, il y a ce qu'on appelle en géopolitique le système dominant. Le système dominant, c'est un groupe, un petit groupe de gens qui sont d'ailleurs des familles qui sont plus aisées, à qui appartient 80% de l'économie mondiale, à qui appartient même les multinationales que nous voyons aujourd'hui. Mais ces gens sont dans le silence, ils ne parlent pas, ils n'agissent pas comme ça visiblement. Ce sont eux des tireurs de ficelle. Avec leurs multinationales, ils influencent des politiques de leurs États et des institutions internationales, en l'occurrence les Nations Unies, par rapport à certaines décisions. Parce que pour eux, ces gens-là, il y a des familles Warburg, Rothschild, Rockefeller, puis JP Morgan, et puis tous ces gens-là. Pour eux, le Congo, c'est leur réserve où ils doivent puiser de la matière première pour les industries en Occident. D'où il ne faut pas laisser ces pays se développer. Ça, c'est le 1. Les matières premières dans ces pays-là sont plus importantes que les gens qui occupent ce pays-là. C'est ça la logique qu'on devait mettre dans la tête. Que nous devons nous prendre en charge nous-mêmes Congolais parce que nous n'aurons personne pour nous défendre. Et ça s'est prouvé avec le temps aujourd'hui. Depuis 1800, on a commencé à tuer des Congolais. Léopold II en a tué plus de 10 millions. Silence total. Alors, en 1994, c'est une date, une très mauvaise date pour nous, et 1997. C'est-à-dire, il y a Habyarimana au Rwanda qui refuse de déstabiliser Mobutu. Alors, c'est ce qui entraînerait sa mort et le président burundais. Et ça sera quoi? Il faut que le pouvoir de Kigali soit remplacé par Kagame. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? On a formé des frontières du Burundi et les autres frontières. On a laissé que la frontière de la RDC ouverte. Pour laisser entrer l'armée d'Habyarimana ici pour trouver un prétexte pour entrer et commencer les Génocostes congolais. C'est en ce moment, depuis 1984. Et cela s'est matérialisé en 1997, quand les armées mono-ethniques Tutsi de l'Ouganda, du Burundi et du Rwanda sont entrées avec l'AFDEL. Et ça a commencé le malheur de notre pays. Vous comprenez? Alors, moi, quand j'ai vu ces gens, je me suis dit, il fallait que ça vienne. Mais il faut aller plus loin. Dans la logique, il faut qu'on enseigne ça dans nos universités. Il faut que les chercheurs, les scientifiques, la société civile se mobilisent pour qu'on enseigne aux Congolais que nous n'avons que nous-mêmes pour nous prendre en charge. Et voici ce qui nous est arrivé. Et faisons en sorte que cela ne nous arrive plus jamais. Je salue le gouvernement et les membres de la société civile qui ont travaillé pour que ce jour soit ainsi. Merci beaucoup, monsieur Joseph Benza, sur cette question. Alors, je termine avec vous, monsieur Jean-Baptiste. Quel est votre point de vue sur cette question? Aujourd'hui, ce sont des faits. Le peuple congolais est victime des massacres, est victime des violations massives des droits humains, est victime des pillages des ressources naturelles, est victime d'un complot pour la déstabilisation du pays. Le peuple congolais doit se mobiliser
pour non seulement sauvegarder l'intégrité territoriale, pour récupérer sa dignité et sa fierté, mais aussi concourir, recouvrer la paix. Je crois que nous parlons de ce qui s'est passé le 2 août 1998. Mais je crois que ce qui s'est passé est en train de se poursuivre encore aujourd'hui. Il y a encore des femmes qui sont massacrées. Il y a encore des hommes qui sont massacrés. Il y a des gens qui ne savent pas faire les champs. Il y a des gens qui ne savent plus produire. Il y en a qui ne savent même plus aller à l'école. Et nous devons œuvrer pour y mettre fin. Absolument. Notre dignité passe par là. Notre fierté nationale passe par là. Comment y parvenir? Oui, mais notamment, ce qui est le plus pertinent aujourd'hui, c'est une justice réparatrice qu'il faut tous que nous recherchions. De manière juridictionnelle et peut-être même à travers une justice transitionnelle. Mais il est clair que si nous ne nous investissons pas pour une justice pour le peuple congolais, notre dignité va en subir, va recevoir un coup pour ça. Nous ne pouvons pas faire des affaires si on ne nous respecte pas. Parce qu'on peut nous tuer à n'importe quel moment. Ça veut dire que nous sommes des dégâts collatéraux. La mort des Congolais se représente des dégâts collatéraux. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Je pense que, personnellement, j'encourage toutes les initiatives qui concourent à ce que justice soit rendue aux populations victimes. Et les acteurs de la société civile feront œuvre utile à se porter partie civile pour toutes ces affaires, toutes ces populations. On parle, il y a des cités qui résonnent dans nos têtes. Chaque fois qu'on évoque, c'est Kassika, Chiché, Makobola. Vous voyez, il y a des entités, quand vous les évoquez, ça vous fait mal. Et je ne parle même pas des violences sexuelles faites aux femmes qui ont été transformées en armes de guerre. C'est pour ça qu'on parle du génocide. On parle du génocide à cause de ça. Donc, il ne s'agit pas tout simplement de se targuer d'émotions. Il s'agit d'agir pour qu'on se fasse respecter. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste Ndundu, expert électoral. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Beza, cadre UDPS Tshisekedi. Monsieur Sylvain Lumwanga, cadre de l'UNC. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pendant ce moment pour suivre cette émission. Merci. On va donc se retrouver demain avec le même plaisir pour clôturer la semaine. Grande Tribune, c'en est fini. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.